Voilà, donc bon retour pour cet après-midi. On va poursuivre la... Ouh là là, ça bouge. On va poursuivre la journée si ça vous convient. Pour celles et ceux qui étaient présentes et présents au sommet d'hier, vous avez eu un petit teaser sur la présentation que va nous faire Nahira Meliava aujourd'hui. Nahira qui est directrice de l'association Opelia en France et qui va nous parler des psychotraumatismes et des conduites addictives. Quelle résilience. Je te laisse directement la parole, Nahira. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement le GREA pour cette invitation à parler d'un thème qui m'est cher, d'autant plus quand cela se fait à l'occasion d'un anniversaire. Pas facile cet exercice, sorti du déjeuner. Donc je sais que vous allez traverser des moments dissociatifs intenses. Je vous laisserai dissocier tranquillement, j'y verrai aucun inconvénient, surtout pour ceux dont je tairai l'expérience hier soir. Ne vous inquiétez pas, le dévoilement, c'était hier. C'est pas maintenant. Cependant, parler du trauma, d'autant plus, je dis bel anniversaire, le trauma, souvent, il fait résonance à des questions de date anniversaire. Et pour moi, il se trouve que dans les événements de vie qui ont fait vulnérabilité, il y en a un dont c'était l'anniversaire avant-hier. Et donc c'est toujours très émouvant pour moi. Je ne sais pas pourquoi on m'invite toujours à parler de ce sujet-là quand c'est pile poil des dates de réactivation. Donc un de ces quatre, j'en ferai quelque chose. En attendant aujourd'hui, alors je ne sais pas comment on va traverser ces 40 minutes. Je vous garantis que je tiendrai le temps, même si en ce moment je lis Éloge du retard. Mais là, je vous promets que je serai succincte. Et d'autant plus que j'espère, Einstein disait que la connaissance s'acquérait par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Alors, j'ose espérer que ces quelques minutes de mon discours feront expérience. Car l'approche dont je vais vous parler permet, j'en suis convaincue, plusieurs choses. D'abord, je crois d'accompagner la complexité liée à nos mutations actuelles, sociétales, à celles de nos organisations, mais aussi à celles des individus, et plus particulièrement celles des retentissements traumatiques. Elle permet, et ça ô combien j'y reviendrai, j'y suis chère, de reconnaître la vulnérabilité, d'abord la mienne, la vôtre, celle de nos organisations, celle des publics qu'on accompagne, de nos partenaires, de nos établissements, de nos équipes. Mais comme le rappelle Cynthia Fleury, une vulnérabilité que je reconnais comme capacitaire et créatrice. Ces approches, elles favorisent la coopération par le fait de proposer des approches, des outils parfois, pour accompagner, initier des changements. Et pour cela, il faut appréhender les deux premiers concepts pour en faire émerger nos forces. Et puis enfin, ça permet de parler du prendre soin, c'est-à-dire d'aligner nos ambitions, l'ambition de nos services, à nos pilotages. J'ai la double casquette de directrice générale et de bricologue, comme je disais hier. Et ce n'est pas toujours facile de composer entre ces casquettes, de soutenir les évolutions de nos pratiques dans leur parcours et au sein de nos structures. Je crois fondamentalement que soutenir des individus, c'est renforcer la résilience. Alors quand on parle de trauma, on parle d'une mémoire qui est dite figée, qui est anachronique. Et moi j'aime bien pouvoir rappeler à cela et mettre en parallèle la narration. La narration qui est au cœur de nos identités et elle convoque le passé, elle se partage au présent et elle peut parfois nous donner des perspectives d'avenir. Alors pour débuter mon propos et vous permettre de digérer tranquillement, je vais vous raconter une histoire. Alors je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu, ça fait redite. Les collègues, vous avez le droit de vous échapper, évidemment, ou de réécouter l'histoire. Je vais vous parler d'une histoire qui se passe à l'Antiquité grecque, celle de la Méduse. Selon la légende, Méduse est la seule des 3 gorgones à être mortelle. Contrairement à ses 2 sœurs, Méduse est une belle jeune fille à la chevelure resplendissante. Elle est courtisée par les hommes, elle a fait le vœu de servir la déesse Athéna. Mais aucun vœu ne résiste aux assauts d'un dieu. Et en l'occurrence, ceux de Poséidon, qui sait prendre la jeune femme. Si certaines sources affirment que la jeune femme s'est laissée séduire par le dieu, d'autres écrivent que Poséidon viole Méduse dans le temple d'Athéna. Cette dernière, Athéna,
outré par la violation de son temple, punit la jeune femme, la transformant sa belle chevelure en serpent hideux et en jetant sur Méduse une malédiction. Quiconque regardera la créature se verra transformé en pierre. En plus de son regard qui tue, elle pousse un cri déchirant. On dit qu'il est le cri de la mort même. Méduse est alors condamnée à vivre recluse dans une grotte aux côtés de ses deux sœurs. Et puis il se trouve qu'il y a un roi qui challenge Persée. En fait, ce roi veut simplement s'unir à la mère de Persée. Et parce qu'il veut un peu nuire à Persée, il lui demande d'aller ramener pour une fête, à l'occasion d'une fête, alors je ne vous invite pas à réitérer l'expérience, mais de ramener la tête de la Méduse. Et Persée, il a de la chance, il est muni de sandales ailées, il a le casque d'Hadès, le rendant invisible, et il a un bouclier poli comme un miroir. Il se rend dans la grotte de la Méduse, et il parvient à lui trancher la tête, en utilisant son bouclier et en déjouant son regard. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. De la tête tranchée de la Méduse jaillirent deux fils, nés de l'union de Poséidon et de la Méduse. Ces fils sont Pégase, le cheval ailé que tout le monde connaît, et Chrysaor, qu'on décrit comme celui qui est à la frontière entre le monstrueux et les dieux. Mais encore plus extraordinaire en revisitant cette histoire, il y a un passage qui m'appelle tout de suite chez moi. Vous verrez le lien qui va nous habiter pendant cette conférence. Du sang de la Méduse sera recueilli par le dieu grec de la médecine, Asclépios. De la veine gauche provient le poison, tandis que de la veine droite provient le remède. C'est ainsi que le Dieu peut ressusciter les morts. Monstrueuse et salvatrice, tueuse et donneuse de vie, du pire procède le meilleur, de la mort procède la vie. Voilà pour la petite histoire, vous n'êtes pas tous endormis. Quand j'ai relu cette histoire, je me suis rendu compte qu'on avait fort oublié cette histoire de la Méduse et de ce lien avec le pharmacone. D'abord, je ne savais même pas que cette histoire du pharmacone était présente dans l'histoire du trauma. Et je trouve qu'elle nous ramène beaucoup à notre actualité, particulièrement en France. Il faut savoir que les taux de reconnaissance judiciaire des viols en France sont plutôt préoccupants. Selon des informations récentes, seulement 1 à 2% des plaintes de viol aboutissent à une condamnation. Environ 7 affaires de viol sur 10 sont classées sans suite. Alors, selon Amnesty International, je me suis un peu renseignée du côté de la Suisse, puis vous avez peut-être entendu parler d'une convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul. Les Suisses ont un peu plus progressé que nous en la matière, pour changer, puisque vous avez, il y a peu de temps, intégré la notion du « non, c'est non ». Donc la question du consentement. Les collègues belges sont allés plus loin, c'est le « oui, c'est oui » sur la question du consentement. Ça me paraît important parce qu'en fait, cette histoire de bannissement que vit la Méduse, c'est un peu l'histoire de bannissement que vivent ô combien de femmes usagères de substances ayant vécu des traumas sexuels ou d'autres formes de violence. Et il me paraissait important de replacer cette femme, ce mythe de la femme, parce que quand on parle du trauma, il est souvent plus facile, et c'est peut-être pas pour rien qu'on m'a fait intervenir après un sujet qui était la question des guerres. Parce qu'effectivement, il est beaucoup plus simple de parler de trauma quand on parle de guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis la reconnaissance de cette notion de psychotraumatisme, c'est-à-dire de reconnaître aux soldats des répercussions liées à leur expérience du front. Et même si ça a été assez tardif, les États-Unis ont pour ça été beaucoup plus précoces que nous. Tout traumatologue qui se respecte a un film culte, c'est Rambo. Je vous invite volontiers à re-regarder Rambo sous un autre regard. Il fait d'ailleurs l'expérience de la drogue de l'épouvantail. Pour rappel, c'était son psychiatre qui lui prescrivait cette substance pour pouvoir supporter le front. Mais tout ça m'amène à aujourd'hui, finalement,
quelle société on propose. Et j'ai entendu, je crois, ce matin plusieurs fois, ou hier et ce matin, j'avoue que je ne suis pas toujours non plus connectée, qu'on faisait référence à Jean-Pierre Coutron sur la notion de société addictogène. Alors, je ne vais pas me risquer à revenir sur cette notion, mais sur cette société qui favorise effectivement l'émergence de différentes formes de dépendance, d'usage, de substances chimiques ou de comportements. Et cette culture de l'addiction qui s'ancre dans la recherche, comme on l'a vu hier, à la fois d'une notion de performance, mais aussi ô combien autour de nos vulnérabilités. Et moi, j'ai envie de vous parler de la société traumatogène, parce que je crois fondamentalement qu'on est aussi en train d'installer une société traumatogène. Cette société traumatogène, c'est celle qui génère ou exacerbe des traumatismes. Elle se caractérise par des expériences collectives ou personnelles de violence, d'insécurité, de chocs socio-économiques, ayant un impact, je pense, profond et durable. Alors, non, je ne peux pas d'ores et déjà dire que vous souffrez tous d'un psychotrauma lié aux élections de Trump. Par contre, je peux commencer à considérer qu'en France, on commence à rentrer dans un trauma chronique pour d'autres raisons. Mais dans tous les cas, on voit bien comment ces deux concepts s'interconnectent, avec une addiction comme échappatoire au trauma. Évidemment, longtemps, on a pu identifier que ce vécu crée un terrain fertile à la consommation. Évidemment qu'ayant vécu des violences physiques ou émotionnelles, il est ô combien important, et je remercie hier le fait qu'on ait pu entendre l'aspect thérapeutique de ces substances, bien sûr la question de l'autotraitement, qui est évident. J'ai longtemps dit et souvent dit aux personnes que j'accompagnais, et je le dis encore, que oui, si elles n'avaient pas rencontré les substances, elles ne seraient pas là. Et que fondamentalement, il est question de pulsion de vie et non pas de mort. Je ne crois absolument pas à la question de l'autodestruction dans la consommation. Alors c'est toujours assez hasardeux parce qu'en fait, on peut commencer à qualifier des événements dits traumatogènes, mais ô combien c'est compliqué de classifier. Anna Freud disait quelque chose de très intéressant. Elle disait le problème de l'humain, c'est qu'il souffre deux fois. Il souffre du coup et de la représentation du coup. Et effectivement, je ne peux pas parier à partir d'un événement, quel qu'il soit, si celui-ci va faire ou non trauma. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de l'avoir en tête. On sait aujourd'hui que les traumas avec un petit T, ou les traumas dits en creux, c'est-à-dire des environnements. Il n'y a pas eu de viol dans la famille, mais il y a un climat incestuel. Il n'y a pas eu de violences réellement subies, mais elles étaient toujours latentes, pouvant advenir, n'advenant jamais vraiment. Tous ces traumas en creux ont des répercussions bien plus graves. Et là, je vous renverrai à une étude qui s'appelle l'étude ACE sur ce sujet-là. Étude qui a été une étude longitudinale remarquable et qui a montré toutes les conséquences liées à ça. Alors évidemment, cette étude montre entre autres que l'usage de drogue fait partie des risques et des phénomènes de renforcement. Alors évidemment, l'accès généralisé à des substances, la pression pour réussir, pour ne pas être vulnérable, pour ne pas être fragile, finalement est une culture parfaite pour accentuer ces troubles anxieux, cette difficulté à ne pas être dans l'hypervigilance, l'hyperactivation. Et là, ô combien certaines substances vont venir m'aider à réguler et à trouver du sens dans cette société. Il y a un premier phénomène qu'on a tous vécu, et étonnamment, on arrive à dire aujourd'hui que nos jeunes en ont un impact significatif et gravissime sur leur santé mentale, c'est la crise sanitaire du Covid. Première fois que tous, êtres humains, il n'y avait pas de témoins lucides, mais nous étions tous concernés par une situation qui a fait effraction dans nos vies. C'est pas pour ça qu'on n'a pas fait résilience, c'est pas pour ça qu'on a tous développé des troubles de stress, mais ô combien cet événement a fait trauma dans notre histoire sociétale. Pour ma part, je ne pensais pas un jour vivre un tel événement et en être contemporaine. Mais vous parlez de tous ces événements, vous parlez de ces contextes, m'amène à vous parler de toutes les personnes qui sont là, à côté de moi, toutes les parts de moi d'abord, et puis toutes les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore,
Et donc, je voudrais vous parler de cette pathologie dite duel. Vous cumulez quand même les tabous, et le trauma, et l'addiction. Et en fait, à chaque fois, ce sont des visages pluriels. J'ai aucune idée du temps. C'est une catastrophe. Ça va, c'est cool. Je vois 44 minutes, ça m'angoisse. Mais c'est donc pas ça. Alors effectivement, je dis histoire singulière parce que la plupart du temps, dans la clinique addicto, ce ne sont pas des traumas dits simples qu'on va rencontrer. Alors, traumas dits simples ou de type 1, c'est lorsque vous vivez un accident de voiture à l'âge adulte, par exemple. Et quand vous vous formez au trauma, on vous dit au début, ce serait bien que tu trouves des traumas de type 1. Et là, c'est un peu la merde. Alors, vous appelez vos copains, puis vous faites, non, en fait, si t'es mon pote, c'est qu'il y a autre chose, ça va pas du tout. Vous regardez du côté des personnes que vous accompagnez, vous faites, ouais, non, ça marche pas non plus. Et puis, en fait, vous renoncez. De toute ma petite expérience clinique, je n'ai jamais vraiment rencontré de trauma type 1. Si certains se reconnaissent dans la salle, je suis pour un échange à la sortie et je serais ravie de découvrir ça. D'abord parce que je crois qu'on a tous vécu des troubles de l'attachement et que concrètement, c'est compliqué d'être humain et avoir un attachement complètement sécure. Alors, ce que l'on peut partager dans cette clinique en addictologie, c'est que le public qui est concerné par à la fois des psychotraumatismes, dits du coup complexes. Alors Fabrice, je suis désolée, tu vois, il y a encore du complexe, quoi. C'était évident que ça pouvait pas être simple. Mais quand même, on peut essayer de simplifier les choses. Finalement, le vrai gros souci qu'on va se poser, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les personnes vont subir dans leur histoire des diagnostics variés. On estime dans les dernières études qu'en moyenne, quelqu'un qui a vécu des traumas va bénéficier, alors en plus s'il consomme, je ne vous dis pas, de 8 diagnostics différents au cours de sa vie. C'est sympa pour pouvoir vous reconstruire. Alors vous allez être tantôt potentiellement avec un déficit de l'attention, mais sans hyperactivité, peut-être avec une dépression chronique invalidante, peut-être avec des troubles anxieux, éventuellement un trouble oppositionnel avec provocation. Bon, le must du must, c'est quand même trouble limite de la personnalité. Oui. Alors là, moi, je vous invite à lire un livre magnifique et à le partager avec tous ceux que vous pouvez, qui s'appelle Face au gouffre. C'est un psychologue et son frère qui ont écrit ça. Ils ont imaginé les séances de thérapie de Jim Morrison et Janis Joplin. C'est juste génial. Et si seulement ils ne s'étaient pas suicidés. Merveilleux bouquin. Oui, cette lutte effrénée contre le vide, contre l'angoisse. La difficulté à organiser une notion de soi, une identité, surtout quand on pense que cette identité, c'est un espèce de bloc unifié. Alors éventuellement, on considère qu'en dessous, il y a un truc qui s'appelle l'inconscient. Puis là, on commence à parler de déni et tout ça. Bon, bref, je vais passer sur cette question-là. Une inaptitude totale à entretenir des relations intimes stables. T'es trop proche, t'es trop loin. Bref, ça va pas. Et puis le must du must, une tendance au passage à l'acte. Là, effectivement, c'est le nombre des difficultés qu'on rencontre. Et c'est souvent la patate chaude. Vous passez de la psychiatrie à l'addicto, vous consommez trop et vous n'êtes pas compliant au sevrage. De l'autre côté, vous avez trop de troubles et on ne comprend pas trop ce que vous êtes. Bref, vous étiez certes très séduisant au départ, mais finalement, vous devenez juste ingérable. C'est ça, l'histoire de ces visages pluriels. C'est ça, l'histoire des personnes qu'on accompagne, qui souvent vous disent « mais je ne suis pas dans la bonne case, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas normale ». Alors, quand même, les experts ont fini par se dire il y a quand même un petit problème sur ces classifications, et à tel point que le DSM-5, alors là, note de la rédaction, j'ai cité le DSM. Tout va bien, pas de trauma. En est venu quand même à parler d'un trouble induit par un trauma développemental. Donc en gros, ça implique le fait d'avoir vécu ou d'avoir été témoin durant l'enfance ou l'adolescence, on élargit le temps, d'événements adverses multiples et prolongés pendant au moins 1 an. Si vous pensez aux personnes que vous accompagnez, on est tranquille sur la durée. Associés à des difficultés de régulation affective et somatique, de régulation de l'attention et des comportements
problématique au plan relationnel et identitaire. Mais c'est finalement l'Organisation mondiale de la santé qui a fini par reconnaître vraiment le trauma complexe comme une entité incluant le trouble de stress post-traumatique complexe, TSPTC. Donc c'est la dernière classification qu'on retrouve d'ailleurs dans la CIM 11, voilà, pour aller au bout des classifications. Et en fait, qui a surtout permis, et ça c'est significatif pour les personnes qu'on accompagne quand on est dans une clinique combinée de l'addicto et du trauma, c'est de considérer qu'en fait le trauma complexe ne va pas simplement comporter des phénomènes d'intrusion, d'évitement, comme c'est décrit habituellement, et d'activation, mais au contraire des problématiques parfois plus graves, persistantes, entre autres dans la régulation des affects, dans de graves conséquences identitaires, entre autres une croyance de soi diminuée, je me sens sans valeur, culpabilisé, honteux, et la grande difficulté à maintenir des relations positives. Alors on a beau être professionnel, c'est pas dit qu'il faut nous faire confiance, et évidemment que l'épreuve de l'accompagnement, c'est de créer ce lien et d'être tuteur de cette résilience, mais ça va demander quand même du temps. Du temps, non pas pour causer de la question du trauma. Je forme beaucoup de professionnels et la plupart des personnes que je vais former, d'abord parce que, bon, j'y reviendrai après, mais la plupart des personnes que je vais former, des professionnels que je vais former vont me dire « Ouais, mais quand même, je ne me sens pas hyper à l'aise au premier entretien de demander s'il y a du trauma. » Et moi, j'ai envie de vous dire au contraire. D'abord parce que si la personne n'a pas envie de vous en parler, elle ne vous en parlera pas. Et c'est OK. Mais que si vous nommez pas la possibilité que ça existe dans son parcours de vie, elle ne s'autorisera jamais à le nommer. Et qu'en fait, concrètement, je sais qu'il y a la prudence du professionnel. Oui, mais si jamais j'ouvre la boîte de Pandore, je crois que ça a été dit, ça aussi, hier, l'histoire de la boîte de Pandore. Ouais. Bien sûr que c'est important de laisser de la place au récit. La phrase que j'ai la plus dite, je crois, dans toute ma carrière de psy, c'est « Ce que vous avez vécu est anormal, votre réaction est normale ». Alors oui, ça demande à sortir de la neutralité. J'ai eu à me confronter à des pères qui me disaient « Mais le problème dans l'inceste, c'est pas tant l'inceste, c'est le fantasme ». Alors j'avoue que je ne m'y retrouve pas du tout dans cette notion-là. Je suis au regret de dire que je n'ai jamais pu dire ça à mes patientes ou à mes patients. Non, c'est anormal ce qu'ils ont vécu. En revanche, ils ne sont pas fous. Depuis que j'ai parlé tout à l'heure, vous avez peut-être fait l'expérience de la dissociation. La dissociation, c'est ce moment où vous étiez là sans être tout à fait là. Je sais, il y en a certains d'entre vous qui se sont dit « Bon, alors je fais quoi ce soir, apéro ? À quel moment je vais pouvoir prendre mon train ? Quand est-ce que je vais enfin souffler, être en week-end ?» Bref, tous ces moments où vous n'avez pas été complètement là. Alors, il y a deux modèles sur la dissociation et manque de bol. Le premier à avoir parlé de la dissociation, il était contemporain de Freud et de Breuer. Et du coup, la dissociation a très vite été associée à la psychose. Donc on en a oublié la définition de la dissociation qui était initialement péritraumatique. La dissociation, c'est un mécanisme de survie incroyable. C'est ce moment-là où je peux être là, subir ce que je suis en train de subir et ne pas être là en même temps. C'est ce que vous décrivent les victimes quand elles vous disent « C'est incroyable, je ne ressentais rien. Je m'auto-observais. J'étais à côté de moi-même. » Ce moment-là, ô combien il donne la sensation d'être complètement fou, parce que pouvant aller jusqu'à la décorporisation. J'étais à l'extérieur de moi. Mais par ailleurs, quel vécu de honte et de culpabilité associé. Pourquoi j'ai pas pu crier? Pourquoi je me suis pas défendue? Je me suis retrouvée comme une poupée de chiffon. Et là, c'est là que dans la clinique du trauma, et c'est peut-être pour ça que j'y ai passé aussi autant de temps, il va falloir restaurer la question du corps. En fait, si la dissociation n'était pas là, il y a un truc qui est dingue, c'est que je sécrète à ce moment-là tellement, au niveau neurologique et au niveau hormonal, tellement de substances toxiques que je pourrais faire un arrêt cardiaque ou perdre complètement connaissance.
Mon cerveau est bien fait, il disjoncte, il dit stop. C'est ce qui fait que sur le moment, je vais pouvoir survivre. Et je vais pouvoir supporter ce qui est en train de se passer. Donc ce rôle même de coupe-circuit, c'est ce qui permet à la personne d'endurer des expériences au-delà de ce qui est supportable. Le problème, c'est que quand je me suis construit avec la dissociation comme mécanisme de défense privilégié, ensuite, je ne sais plus très bien faire autrement. Un moment qui est un peu intense, même heureux, suscite de la dissociation. Claire, qui est usagère formatrice à mes côtés, elle dit souvent qu'elle ne comprenait pas parce que les gens disaient toujours le temps passe vite. En fait, Claire, elle souffre d'un trouble dissociatif identitaire, donc le plus haut niveau de dissociation possible. Et en fait, en moyenne, dans son quotidien, elle se souvenait de 5 minutes par jour. Mais elle croyait que c'était normal. Les gens disent le temps passe vite, donc elle se croyait comme tout le monde, en fait. Sauf qu'elle, elle était tellement là, sans être là. J'aime bien l'appeler l'accrocheuse d'ailleurs. Elle est à côté. C'est une solution donc adaptative, transitoire, qui est super efficace. Mais par la suite... Ah oui, 10 minutes. Ok, bon, là, c'est là que je me suis perdue. Voilà, bienvenue dans le trauma. Mais par la suite, la vraie difficulté, c'est que ma mémoire, elle ne sait pas faire. Alors là, je me suis amusée avec un petit triptyque. Ça va me permettre de rattraper le temps. Vous savez, ce fameux triptyque de l'expérience addictive ? Moi, j'y tiens pas mal, parce qu'il ramène l'expérience. Alors, j'ai osé mettre des abréviations. TUS. Ça parle à tout le monde, TUS ? Non, hein. Les TUS. Qui sont les TUS ? Troubles de l'usage de substances. Et ouais, il y a même une abréviation. Et TSPT, troubles de stress post-traumatique. Pour comprendre l'expérience addictive, il va bien falloir prendre en compte plusieurs éléments. Le contexte, le sujet ou la personne, et la substance. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le trauma, il va falloir exactement faire le même exercice. Il va falloir prendre en compte le contexte. Dans quel environnement ça se passe ? À quel moment ça se joue ? L'événement en lui-même, qu'est-ce que j'ai vécu ? Combien de temps ça a duré, cette histoire-là ? Et puis bien sûr, la personne. Est-ce que je suis enfant ? Est-ce que je suis adulte quand ça intervient ? Est-ce que je suis une femme ? Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que j'avais des vulnérabilités antérieures ? Est-ce que j'avais un réseau de soutien ? Tout ça va constituer le triptyque de l'expérience. Mais je suis allée encore un peu plus loin. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans la clinique du trauma et de l'addiction, c'est qu'en fait, on passe son temps à parler de trois temps. Le passé, le présent et le futur. Sauf que la particularité des souvenirs traumatiques, c'est qu'ils sont anachroniques. Ils ne sont pas rangés dans la mémoire. Vous avez peut-être vu le dessin animé Vice Versa. Ça aussi, c'est une ref hyper importante. Dans Vice Versa, c'est super. Il y a des îlots de personnalité, des bulles qui se rangent hyper bien. Dans le trauma, c'est le placard bordel. Puis ce placard bordel, il s'ouvre toujours quand vous ne voulez pas qu'il s'ouvre, quoi. Du coup, vous avez des réactions complètement inadaptées à des moments où vous devriez être adapté. Genre le moment là où j'aimerais pouvoir me barrer en étant face à vous, il ne faut pas trop que je vous regarde. Bref, ça, c'est terrible à vivre. Vous savez, ces moments où vous vous dites, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi je suis allée consommer, en fait ? Je ne voulais pas consommer. Ouais, mais en fait, il y a peut-être quelque chose qui a déclenché cette fameuse mémoire traumatique. Et puis, on travaille toujours avec 3 dimensions, les émotions, les pensées et le corps. Et si on est dans une dynamique intégrative, il va falloir prendre en compte tous ces éléments-là pour comprendre qu'en fait, effectivement, tout ça s'alimente très bien. Bien sûr que l'expérience de l'usage de substances va permettre une automédication, mais va aussi accentuer la sensibilité, l'accoutumance. Et effectivement, on peut rentrer dans un cercle qui est relativement vertueux et qui pourrait m'amener à vous dire d'ailleurs que fondamentalement, c'est là que pour moi, la réduction des risques prend tout son sens. Parce qu'effectivement, proposer aux personnes qui ont vécu ces expériences-là en première intention de vivre un sevrage, oui, c'est l'enfer qu'on leur propose. Cocteau disait « ces médecins qui me poussent au suicide », mais bien sûr. Une réactivation amnésique traumatique, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que c'est ici et maintenant et ça se passe comme si vous étiez en train de le vivre. Alors, au cinéma, on fait ça très bien. Il y a des espèces de phénomènes de flashback. Ça ne se passe pas comme ça en vrai. Ça vous intruse corporellement. Pour les victimes de viol, par exemple, les odeurs.
ô combien c'est compliqué de se départir de ces odeurs. Ça va être la question d'aller faire des soins dentaires. Ça va être autour de n'importe quel acte d'accompagnement. Ça va être une voix. Hier, j'observais et j'ai vu des gens sursauter à des bruits un peu forts. Vous voyez, ces moments où corporellement, vous remarquez que les personnes, elles sont prêtes à bondir, prêtes à se barrer. Et là, on va en venir à parler finalement de cette expérience-là, comment on peut faire résilience dans nos accompagnements. Bon, alors, chers collègues qui dessinent en même temps, où je ne vois pas ce que vous dessinez, je rends hommage là à un autre dessinateur qui avait croqué pendant que je parlais sur une conférence similaire. Bah ouais, je crois que s'il n'y avait pas eu l'expérience de la conso, sans doute ils n'auraient jamais pu être résilients. Alors c'est Cyrulnik qui disait que la consommation, c'était la résilience par le pire. Par le pire, parce que finalement, dans cette consommation, je pouvais me retrouver confrontée à des événements traumatiques et que ce n'était pas si confortable que ça. Ça pouvait être écologique au départ, mais ça ne marchait pas très bien dans le temps. C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis, 5 minutes. Waouh. Bon, alors voilà, là j'accélère. C'est pas faux. Et il y a quelqu'un d'autre qui peut être concerné sur la question du trauma. Ça me paraît hyper important que je vous le dise. Alors je vais prendre le temps de ça. C'est la question des professionnels et du traumatisme vicariant. Quand on commence en clinique du trauma, on vous explique qu'au départ, le récit, c'est pas plus de 30 secondes d'exposition. C'est-à-dire que les personnes ne doivent pas vous narrer leur trauma plus de 30 secondes. J'invite tous ceux qui mènent des entretiens qui durent entre 3/4 d'heure et 1 heure et où ils ont tous les détails à essayer d'imaginer ce qui se passe dans leur vécu à eux corporel, dans leur vécu psychique. Et en général, il y a un truc qui est super, c'est qu'une fois qu'on a eu un entretien comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait ? On sort, puis on va voir le collègue, et puis on lui dit « faut que je te raconte ». Et là, on déroule. Du coup, là, vous avez 2 personnes exposées, puis 3. Alors, le trauma vicariant, pour l'instant, il est très bien étudié chez les urgentistes, chez les pompiers, chez les secouristes. Nous, professionnels de soins, beaucoup moins, parce que reconnaître cette exposition, elle n'est pas si facile que ça. Mais c'est peut-être pas pour rien que le psychiatre qui a parlé pour la première fois du burn-out était un psychiatre qui bossait en addictologie. Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, pour pouvoir faire résilience, en fait, il y a un truc qui est merveilleux, ça s'appelle les ressources. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vulnérabilité, mais en fait, cette vulnérabilité, elle est pleine de ressources. La nôtre d'abord, celle qui va permettre à la personne de s'appuyer sur nous comme une constellation et qui peut permettre aussi de ne pas réduire la souffrance de la personne à son vécu, à lui reconnaître la multiplicité de ce qu'elle est, de ses expériences. Pour cela, il faut que nos soins soient intégrés, que la prévention se fasse à travers, évidemment, le renforcement des compétences psychosociales, je l'aurais placé, et surtout sur la question de comment on accompagne les générations à venir autour de ça, comment on renforce cette possibilité-là. La réduction des risques qui permet de renforcer les capacités d'autorégulation, de trouver des limites, de mieux gérer. Andrew Tatarsky, à qui on faisait référence il y a quelques heures, qui avait créé la question de la thérapie de la réduction des risques, milite en faveur de cette approche psychothérapeutique. En gros, tout se joue, je pense, fondamentalement dans les interstices de nos accompagnements. Alors, je vous inviterai à aller regarder, puisqu'il ne me reste que 5 minutes, du côté de l'art japonais, le kintsugi, qui transforme les objets brisés en ajoutant de l'or, parce qu'ils estiment qu'un objet qui a été fragilisé, il n'en est que plus beau et plus honorable. Et puis, toutes les approches qui se sont développées aujourd'hui sur la question des approches attentives au trauma. Ces approches-là, elles nous amènent à penser nos espaces de soins, nos espaces d'accompagnement, qu'ils soient dans l'allée verte, qu'ils soient dans les murs de l'institution, comme étant respectueuses et attentives à ne pas retraumatiser les personnes. Ça veut dire prendre soin des professionnels que nous sommes, ça veut dire prendre soin des personnes qu'on accueille. Alors je ne vous dis pas qu'on a toujours des bureaux qui évoquent la sécurité, font que la personne n'ait pas de dos à la porte, par exemple. Mais en fait, c'est au moins de pouvoir nommer le contexte dans lequel on se trouve.
c'est de pouvoir dire qu'effectivement, on n'a pas toujours les moyens d'avoir l'espace qu'on aimerait. Je pense à nos collègues d'Annecy, de l'hôpital, l'équipe Elsa, l'équipe d'Addicto d'Annecy. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ils étaient en sous-sol à côté de la morgue. C'est vachement sympa comme contexte de clinique. Hein. Et puis surtout, le trauma, c'est pas l'affaire que des psys. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de mon propos, c'est ça. C'est que le trauma, on a tous quelque chose à œuvrer autour de ça. On est tous en compétence. Parce que souvent, du coup, les collègues, ils me disent « Ouais, mais il n'y a pas de psy dispo. » Ou « Il n'y a pas de psy formé. » Et là, je vais faire référence à une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Francine Christophe. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Et ça sera mon mot de la fin. Et puis en plus, c'est très beau par rapport à ici. Francine Christophe, elle a fait un témoignage qui est magnifique dans le documentaire Human. Bon, je ne viendrai pas sur qui a fait ce documentaire, mais en tout cas, dans ce documentaire-là, elle raconte cette histoire. Elle était enfant dans les camps, et les femmes avec les enfants avaient le droit d'emmener quelque chose. Elles avaient ce privilège-là dans les camps. Et puis, sa mère lui avait amené 2 morceaux de chocolat. Et elle lui a dit, le jour où tu seras vraiment mal, je te donnerai ce chocolat et peut-être ça t'aidera. Et puis, il se trouve que dans le camp où elle était, dans son baraquement, il y avait une femme qui était enceinte et qui a accouché. Et le jour de l'accouchement, sa mère lui a dit « Mais est-ce que tu m'autorises à prendre le chocolat ? Je ne suis pas sûre qu'elle va survivre, accoucher ici, dans ces conditions-là. » Et bien sûr, Francine Christophe lui a dit « Je t'en prie, prends le chocolat. » Puis quelques années plus tard, sa fille lui a dit « Mais maman, s'il y avait eu des psys à votre retour des camps, ça se serait mieux passé, non, pour vous ?» Et Francine Christophe se dit, bah ouais, c'est pas faux ça, c'est vachement intéressant comme question. Et elle a organisé une conférence, il y avait plein de gens hyper experts, plein de psys, comme elle le dit, psychanalystes, psychiatres. Et puis il y a une psychiatre marseillaise qui est arrivée à la tribune et qui a dit, avant de faire mon intervention, j'ai quelque chose à donner à Francine. Elle lui a donné le morceau de chocolat. Et elle lui a dit, je suis le bébé. Donc moi, je crois que la résilience, ça passe par le chocolat. Merci les collègues suisses à ce titre-là. Je pense que vous êtes pas mal de ce côté-là par rapport à nous. Et enfin, mon dernier mot. Il y a 2 collègues que j'aime beaucoup, psychiatres, qui font un truc sur Internet que j'adore. Une rubrique qui s'appelle Psychoptique. Ils éclairent les troubles psychiques par les films, les séries et les jeux vidéo. Il y en a une sur le trauma qui est géniale. Et eux, ils concluent toujours leurs interventions par la phrase suivante. N'oubliez pas que la folie est la meilleure adaptation au réel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Naïra. On va prendre le temps peut-être pour 1 ou 2 questions. Vous pouvez lever la main et puis on va vous donner des micros pour qu'on puisse vous entendre également à distance. Vous êtes tous dissociés. Vous m'entendez bien? Ah oui. Je voulais te remercier d'abord d'avoir rappelé un principe extrêmement fort en faisant la distinction entre la pulsion de vie et les pulsions de mort. Et par rapport à ce que je disais hier avec les mineurs, je trouve que c'est un rappel extrêmement important, ce rappel-là. Et on en parlait hier, on parlait de toutes les couvertures qu'on se met pour affronter ce monde lorsqu'on a eu des traumas complexes, mais aussi autre chose, hein, des chocs post-traumatiques ou autres. Donc, je voulais te remercier. Et je pense que souvent, on peut s'accorder sur ce principe en surface, mais qu'on n'en prend pas vraiment la mesure dans l'intervention. Et c'est là que je trouve ça important de le rappeler, parce que dans l'intervention, souvent, on va analyser les situations justement comme s'il y avait des pulsions de mort, comme si c'était toujours des comportements autodestructeurs. Même dans les approches sensibles au trauma actuellement au Québec, on le fait de cette façon-là. Et je pense que ça donne à réfléchir de dire vraiment dans ma pratique d'intervention, comment je peux prendre en considération cette question-là. De la survie, hein, parce que tu dis pulsion de vie, mais c'est aussi des pulsions de survivance, en fait. Donc, je te remercie. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, je te remercie de souligner que ce n'est pas le domaine ou le monopole des psychologues. Et ça aussi, je trouve ça très important de le répéter.
parce que souvent, il n'y a rien qui est fait parce qu'on attend tout des spécialistes ou, par exemple, on attend tout de l'État ou on attend qu'on nous donne les réponses à des situations. Donc, merci. Je dis souvent, le milieu le carcéral, la question punitive, ce n'est pas le domaine des criminologues non plus. Heureusement, on s'en sortirait très mal si ça l'était. Donc, c'est toutes des questions qui peuvent être réfléchies par tous. Donc, merci pour ta présentation. Merci, Jade. Effectivement, c'est vraiment important d'avoir en tête cette histoire de... c'est compliqué de garder cette clinique de la bienveillance, de la délicatesse, parce que ça nous met à l'épreuve de nos impuissances. Ô combien c'est dur d'accompagner des personnes qu'on voit dans cette souffrance, qui nous mettent à l'épreuve du lien, parce que bien évidemment qu'il va falloir vérifier que ce lien il est solide. Est-ce que tu vas rester à côté de moi? Est-ce que réellement là, tu vas pas à un moment donné me maltraiter? Et ô combien c'est facile de maltraiter avec des armes de soignants, sans même s'en rendre compte en fait. C'est des cadres qu'on met en place pour se protéger ou pour protéger l'institution, par exemple. Bien sûr qu'il faut pouvoir préserver nos institutions, mais pas au détriment du vécu des usagers.